Le balado d'aide aux proches, les liens troublés, vous est offert en collaboration avec ANEB et le ministère de la Santé et des Services sociaux dans le cadre du plan d'action gouvernemental pour les proches aidants. ANEB est un organisme provincial à but non lucratif qui a pour mission première de garantir une aide spécialisée, gratuite et immédiate aux personnes qui souffrent d'un trouble alimentaire ainsi que leurs proches, et ce, depuis plus de 35 ans. Bonjour. Je m'appelle Sophie Azito et je suis l'animatrice du balado Les liens troublés et la maman d'une jeune femme qui souffre d'un trouble alimentaire. Tout au long de la série, en compagnie de Josée Champagne, la directrice générale d'ANEB, nous recueillerons des témoignages et rencontrerons des spécialistes des troubles alimentaires dans le but premier d'offrir des outils aux proches. C'est en comprenant mieux la maladie et ses enjeux que les proches d'une personne atteinte d'un trouble alimentaire seront plus aptes à la soutenir et réunir les conditions favorables à sa guérison. La sexualité, c'est un domaine complexe. On entend souvent qu'une sexualité normale repose sur une acceptation de soi, un abandon mutuel, un lâcher-prise. Mais c'est des aspects qui sont particulièrement difficiles à atteindre pour une personne qui souffre d'un trouble alimentaire, en sachant que le trouble alimentaire s'accompagne la plupart du temps par une insatisfaction marquée par rapport à l'image corporelle et des conséquences physiques importantes. Et tout ça, ça a un impact significatif sur la vie sexuelle. Malheureusement, c'est un sujet qui reste tabou et peu abordé. Aujourd'hui, on en parle avec Marilyn Dion. Marilyn Dion est titulaire d'un certificat en sciences sociales, d'un baccalauréat et d'une maîtrise en sexologie. Depuis 13 ans, elle exerce comme sexologue et psychothérapeute en bureau privé auprès d'une clientèle variée. Elle possède une expertise en toxicomanie et en santé mentale, notamment au niveau des troubles alimentaires. Marilyn a été formatrice et coordonnatrice clinique chez ANEB pendant plus de 5 ans et elle supervise en ce moment des étudiants en stage à la maîtrise en sexologie à l'UQAM où elle est chargée de cours. Depuis 2018, elle s'implique activement auprès de l'Ordre professionnel des sexologues du Québec. Bonjour Marilyn, bonjour Josée. Marilyn, aujourd'hui, on va parler de sexualité, surtout en lien avec le trouble alimentaire. On s'entend que le trouble alimentaire, c'est tabou, peu abordé. Sexualité, surtout dans le contexte d'un trouble alimentaire, double tabou, double peu abordé. Peut-être en partant, comment on pourrait définir la sexualité? C'est une grosse question. Oui. Hein, on pourrait passer quelques jours Effectivement. Ici. Je pense que ce qui est important de savoir, c'est que la sexualité, ça ne s'arrête pas du tout au comportement sexuel. Donc, la sexualité avec un grand S, ça implique un amalgame d'une multitude de facteurs biopsychosociaux qui vont être des déterminants, à savoir qu'est-ce que je vais développer, moi, comme sexualité, comme personne. Donc, vraiment un aspect identitaire à tout ça. On ne peut pas sortir de la sexualité d'une personne. On est tous des êtres sexuels et sexués. Donc, ça fait partie de nous. C'est vrai. Donc, ce que j'entends, c'est vrai, c'est identitaire. Puis, on peut s'entendre qu'au niveau du trouble alimentaire, il y a comme un problème aussi. L'identité, elle est malmenée, là. Tout à fait. Tout à fait. On se fait souvent demander c'est quoi le rapport sexologue, trouble alimentaire. Je pense que chez ANEB, on l'entend vraiment beaucoup parce qu'il y a beaucoup de sexologues. Vraiment. Il y en a tellement de liens à faire entre la sexualité et le trouble alimentaire. Je fais juste penser au fait que probablement, vous en avez déjà parlé dans le balado, là, le rapport au plaisir chez les personnes qui souffrent d'un trouble alimentaire est vraiment conflictuel. Il est presque, je dirais même, là, ça c'est vraiment pas scientifique, mais on dirait qu'il est presque inexistant. Je pense que la notion de plaisir est évacuée avec un trouble alimentaire. Exactement. Ça donne cette impression-là. Et il y a comme une espèce d'amour-haine qui existe en lien avec le plaisir. Sauf que quand on parle de sexualité, si on enlève la fonction reproductive, bien, ce qui reste en principe, c'est le plaisir. On aimerait que ça soit le plaisir, en tout cas. Puis, pourquoi, comme nous, on voulait aborder justement le côté de la sexualité dans le cadre du balado, puis il y a des gens qui peuvent se demander justement pourquoi c'est important qu'on en parle dans le cadre d'un balado qui touche les troubles alimentaires. Pourquoi c'est important qu'on parle de sexualité dans ce contexte-là? Oui. On dirait que
les deux, autant le trouble alimentaire et la sexualité, ils sont régis par un peu le même genre de facteurs bio, psychosociaux que je disais tout à l'heure. Donc, c'est comme un vase communicant. Donc, on voit que le trouble alimentaire a des impacts sur la sexualité, mais la sexualité a aussi un impact sur le trouble alimentaire. Donc, à partir de ce moment-là, taire une de ces parties-là, ça fait pas vraiment de sens. Donc, non. On a vraiment avantage à le prendre, la personne dans sa globalité, en allant voir là, ces deux sphères-là. Puis, je pense qu'on peut être d'accord. C'est sûr que, on l'a mentionné d'entrée de jeu, les personnes qui souffrent d'un trouble alimentaire, souvent, vont avoir une relation très conflictuelle, puis ça, je pense que c'est peu dire, là, par rapport à leur image corporelle. Mm-hmm. Mais pour avoir une sexualité épanouie, ça passe aussi par une acceptation de soi, on parlait de lâcher prise. Mm-hmm. Donc, c'est sûr qu'on peut s'attendre qu'il y a un impact majeur sur la sexualité. Ça, c'est sans compter qu'il y a souvent aussi des problèmes physiques que les personnes qui souffrent d'un trouble alimentaire vivent, qui les empêchent probablement d'avoir une sexualité qui est dans le plaisir et juste sexualité tout court, là. Tout à fait. Le corps est impliqué, mais ça va bien au-delà de le dévoiler, ce corps-là. Hein? Souvent, on va voir qu'un des principaux travaux qu'on va faire avec les personnes qui ont un trouble alimentaire, c'est d'initier cette connexion-là avec le corps, parce que dans la sexualité, il faut qu'on sente ce qui se passe. Puis c'est assez commun que moi, je rencontre des personnes qui ont des troubles alimentaires qui me disent, moi, je sens rien dans la sexualité. Ça me fait pas mal, ça me fait pas de bien. Ça les laisse comme indifférents. Oui, de par cette déconnexion-là au corps. Et donc, ils doivent se reconnecter à qui elles sont, à leur corps, pour pouvoir aussi pouvoir connecter. Oui. Ça doit avoir des impacts. Il y a tellement de choses qui me viennent en tête, mais aussi, c'est difficile d'être en couple dans un cas comme ça. Je dis qu'on l'aborde dans un prochain épisode aussi, on va avoir un témoignage, mais toi, d'un point de vue clinicienne, l'impact doit être, même, j'oserais dire, catastrophique pour un couple. Tu peux plus connecter du côté sexualité parce que la personne, elle est complètement déconnectée. Oui, ça crée certains conflits là, en relation. Mais bien au-delà du sexe, de la sexualité génitale, le rapport à l'intimité aussi est affecté. Être en relation intime, c'est connecter, se dévoiler, se montrer tel qu'on est, c'est d'apprendre à mettre des limites. Donc tout ça, on le sait, c'est des enjeux qui apparaissent chez les personnes qui ont des troubles alimentaires. Donc là, le couple, ça apparaît comme une grande expérience qui peut faire peur à plusieurs. Pour être dans un couple, ou pour les personnes qui sont déjà dans un couple, comme tu disais, c'est comme un outil que tu n'as pas pour connecter avec l'autre personne, parce que toi aussi, c'est ce que je peux voir. Qu'est-ce que tu dirais à des gens là, qui nous écoutent, ou même à des proches qui, eux, je ne veux pas dire subissent les contre-coups, mais qui voient que leur personne aimante souffre d'un trouble alimentaire, et c'est sûr, ça a un impact sur la sexualité, ça a un impact au niveau du couple. Ça serait comme quel genre de conseil tu donnerais? C'est drôle. Avant de répondre à la question, j'ai envie de vous partager un peu tout le processus réflectif que j'ai eu lorsque vous m'avez invité à venir ici. Là, je me disais, OK, on va parler de la sexualité des personnes qui ont un trouble alimentaire. Ils ne seront pas présentes ici à la table. On s'adresse aux proches. Comment on va pouvoir le faire sans que ça soit perçu comme une intrusion dans leur vie intime? Parce que la sexualité, on n'a pas grand-chose de plus intime que ça. C'est comme si les principales intéressées ne font pas partie de la discussion. Oui. Fait que là, je me dis, OK, on va essayer de le faire avec délicatesse. On va s'épargner de parler des comportements, parce qu'on voit toutes sortes de choses là, dans le bureau. Là, on ne parlera pas de ça. Puis, j'ai l'impression que pour un proche qui veut aborder le sujet, mais ça va prendre aussi toute cette délicatesse-là pour limiter le sentiment d'intrusion que la personne peut vivre. Parce qu'on le sait, le contrôle, c'est important dans leur vie, qu'on veut s'assurer de respecter ça.
tout en s'assurant qu'on ne tombe pas dans le tabou. Mais c'est difficile. La ligne est mince. Parce que c'est ça, c'est comme, je veux t'en parler, mais je veux pas que tu aies l'impression que c'est ça, je fasse intrusion. C'est pas pour te culpabiliser, c'est juste pour essayer de retrouver comme... Qu'on connecte. C'est ça qu'on connecte, qu'on puisse partager. Mais c'est difficile, comment faire? Aborder un sujet quand on a un agenda caché, c'est-à-dire on a une idée en arrière de la tête, hein? Donc j'ouvre le sujet de la sexualité parce que j'ai comme idée de t'ouvrir sur mon inconfort. Oui, la personne va le sentir. Oui, tout à fait. Je suis convaincue que vous l'avez déjà vécu. On le fait tous aussi et on voit la réaction de l'autre qui est un retrait, qui est de la protection. Oui. Donc, pour éliminer cette dynamique-là, il faut qu'on en parle souvent pour toutes sortes de raisons, que ça reste un sujet actuel et présent dans notre vie. On n'est pas obligé de juste parler de nos comportements sexuels. On peut parler de ce qu'on a entendu à la télé, on peut entendre tel reportage. Donc, ça crée le dialogue. Et à partir du dialogue, de la confiance, là, on peut aller. Oui, mais toi, qu'est-ce que tu vis? C'est un bon conseil. Donc, ça serait de garder le sujet présent. Puis ça, c'est un conseil que tu donnes même dans un contexte où il y a un enjeu de santé mentale qui vient perturber, on pourrait dire, la donne là, de façon normale. Fait que tout à fait. De quand même en parler, puis peut-être s'exprimer au jeu, mais comme ça, c'est plus facile d'aborder aussi ça de façon continuelle. Puis, je pense que ce conseil-là, il peut être applicable dans une situation de couple, mais il peut aussi être applicable dans une situation familiale où, là, est-ce que la sexualité a un tabou? Est-ce qu'on peut ouvrir sur ce thème-là tous ensemble et en parler? Et même, des fois, pratiquer le dévoilement. Moi, à l'adolescence, j'ai pas trouvé ça facile, la puberté. T'sais. Fait que là, ça initie un certain dialogue qui peut être vraiment intéressant. Oui, vraiment intéressant. On a parlé dans notre première série, Josée, tu sais, on a parlé de mythes et réalités aussi qui entouraient les troubles alimentaires. Oui. J'ai comme l'impression que si je te demande, Marilène, est-ce qu'il y a des mythes et réalités aussi qui entourent la sexualité, puis la sexualité aussi dans un contexte de troubles alimentaires? Ah, mon Dieu, oui. D'ailleurs, on fait un groupe de soutien sur la sexualité chez Annette, puis ça en est une rencontre où on aborde le sujet sur les fausses croyances. La demande est d'un groupe expressément pour la sexualité dans le contexte trouble alimentaire. J'imagine que la demande est importante. Oui, d'ailleurs, Marilène, elle a beaucoup travaillé avec Jérôme Tremblay, l'ancien coordonnateur clinique. Mais, qui est sexologue également. Exactement. Fait que c'est ça, tu vois que c'est une préoccupation réelle là, pour les gens qui souffrent et pour les proches. Oui. Les idées préconçues, les préjugés par rapport à la sexualité sont omniprésents, ça, on le sait. On est peut-être même sujet à en adopter. C'est quoi la fréquence des relations sexuelles qu'on doit adopter? C'est quoi les comportements qu'on doit adopter pour que ça soit acceptable? Il y a une multitude de préjugés qui sont présents. Ce qui est problématique, c'est lorsque ça fait des impératifs à atteindre. Puis c'est souvent le cas. Comme, as-tu un exemple? Mais en fait, ce que j'observe souvent, c'est quand, dans mon bureau, il y a des personnes qui apparaissent en disant « Hey, je dois me réparer pour pouvoir répondre aux exigences de mon partenaire. » Fait que c'est pour répondre fait que c'est ça. Déjà, c'est pas intrinsèque, ça vient de quelque chose d'externe. Ouais. Et puis même, des fois, on explore et quelles sont les exigences du partenaire. Puis on se rend compte qu'il n'y en a pas nécessairement, que la personne va dire « Ben non, je suis satisfait, il n'y a pas de problème. » C'est l'autre personne qui s'est mise dans la tête une idée préconçue comme ça. Parce que ça ne ressemble pas aux normes établies socialement. T'sais. Donc, de pouvoir éclater ces normes-là, c'est obligatoire, on travaille activement à le faire. Puis je pense que socialement parlant, on aurait vraiment beaucoup de travail à faire à ce niveau-là, parce que tout le monde a une idée de
qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, c'est quoi une sexualité satisfaisante. Il y en a même qui disent, comme tu entends des fois dans les médias ou dans des films, la fréquence. Tout à fait. Donc, ça vient juste mettre une pression. Les gens, on est encore dans la mesure de la performance, puis on sait que les gens qui souffrent de troubles alimentaires, souvent, c'est une maladie de contrôle qui peut être dans la performance. Là, j'imagine que ça aide pas pour la pression qu'elles se mettent par rapport à des normes imaginées de sexualité. Exactement. Je trouve vraiment que le parallèle avec la nourriture et la sexualité dans ce cadre-là, c'est vraiment intéressant de le voir parce que une personne a ses règles, ses propres règles, donc je dois les respecter. Et ça va être le cas dans la sexualité aussi. Voilà le cadre dans lequel je dois rentrer pour être acceptable, même si parfois, c'est pas mon cadre. On rentre pas là-dedans, on n'est pas confortable. Puis ça peut créer même beaucoup de dommages d'essayer de le faire et de le maintenir à long terme. Je peux imaginer. Tu souris, Josée. T'avais-tu quelque chose que tu voulais rajouter là-dessus? Non, mais moi, j'avais une question peut-être un petit peu plus spécifique en lien avec les troubles alimentaires. Donc, il y a de multiples troubles alimentaires, on le sait. Est-ce qu'il y a un impact sur les différents troubles alimentaires sur la sexualité? Est-ce qu'il y a des choses qui sont différentes? Peut-être on pense à l'anorexie, la boulimie ou l'hyperphagie. Est-ce qu'il y a des différences ou il y a tous des points communs? Oui, il y a certaines différences qu'on peut observer. Puis, c'est étrangement lié avec le rapport à la nourriture qu'une personne a tendance à entretenir. Donc, des fois, on a tendance à avoir plus de comportements restrictifs dans la sexualité chez les personnes qui ont des comportements... Exactement. Ah oui, hein? Oui. Fait que, un peu la même chose au niveau de la boulimie, d'osciller parfois entre la compulsion, la restriction. Donc, c'est intéressant de voir cette similitude-là. On peut vraiment faire ces parallèles-là. Oui, évidemment, on ne veut pas généraliser. Non, je comprends. Parfois, mais quand je le retrouve chez la clientèle, et parfois même, la sexualité peut être sujet à remplir la même fonction que le trouble alimentaire. Donc, quand on prend conscience de ça, bien, là, c'est comme un petit casse-tête, là, de voir, OK, par quoi on commence. Mais si on installe des stratégies saines pour répondre aux besoins, bien là, ces deux comportements-là peuvent s'atténuer. Mais c'est là que c'est fascinant de voir à quel point, tu sais, quand on parle de santé mentale, d'enjeux de santé mentale, que, tu sais, là, la compulsion, la restriction, c'est adapté à la nourriture, mais que ça va, dans le fond, dans toute la façon d'aborder la vie, dont la sexualité, qui est un besoin physiologique aussi de base, comme la nourriture, même si, tu sais, c'est pas nécessairement 3 fois par jour, mais donc, on voit que, comme tu dis, de voir la parallèle, que la personne qui souffre de ça va avoir ce comportement-là. Quand tu me le dis, je trouve ça très logique. C'est juste que je m'étais jamais arrêtée pour y penser. Puis, est-ce que tu vois aussi, tu pourrais faire des parallèles par rapport à l'identité de genre? C'est quoi aussi? Comment ça s'exprime de ce côté-là? Oui. On observe une plus grande propension chez les gens qui appartiennent à la communauté LGBTQ+, à développer un trouble alimentaire. Je peux vous expliquer un petit peu comment moi je le conçois, comment je le comprends. En fait, on a affaire, tu sais, si on pense à une personne non-binaire ou trans, tu sais, le rapport au corps est conflictuel déjà là. Il y a certaines insatisfactions, certains inconforts. Donc, quand on y réfléchit, l'insatisfaction par rapport à son image corporelle, c'est le premier facteur prédicteur de développer un trouble alimentaire. Donc, là, il y a cet élément-là pour commencer. Ensuite, il y a tout le parcours de vie qui, souvent, va amener une personne de la communauté à vivre avec des préjugés, des stigmas, parfois de l'intimidation. Donc là, ça rajoute à la souffrance. Oui. Donc là, le trouble alimentaire peut venir amener du contrôle, pallier à une certaine souffrance. Et puis, même dans un troisième temps, considérant l'aspect identitaire, là, il y a tout un processus d'acceptation de qui je suis, moi, comme personne,
qu'une personne cis hétéro n'aura pas nécessairement à faire parce que la société l'accepte, Oui. là, les bras ouverts. Fait que ça s'ajoute, ça vient s'ajouter, là, c'est ça. Oui. Dans le cheminement, j'imagine, vers la guérison, tu dois guérir aussi tout ça, là, de ton Tout à acceptation, ça part à une acceptation de soi aussi, qui vient aussi, Exactement. acceptation de genre. Mais c'est sûr que les regards extérieurs, que je pense que les personnes qui souffrent de troubles alimentaires, des fois, ressentent encore, on dirait, augmenter, c'est ça, c'est rien pour aider. Exactement. Dans le même ordre d'idée, je sais que dans la clientèle qui souffre de troubles alimentaires, il y a une bonne proportion de la clientèle qui ont vécu des violences sexuelles, puis qui peut être un déclencheur même du trouble alimentaire. Puis ça, ça va de pair, ça doit aussi avoir un impact sur la sexualité. Qu'est-ce que toi, tu observes Oui. de ce côté-là? C'est vrai que la proportion des gens qui ont vécu des abus est plus élevée chez la clientèle, personnes qui ont des troubles alimentaires, que dans le reste de la population. Et puis même encore là, je pense que les statistiques sont beaucoup plus hautes que celles qu'on connaît. C'est pas toujours évident de dévoiler puis d'en parler ouvertement. Oui, si on ajoute ça... Juste chez Annelle, Josée, il y a énormément de premiers dévoilements. Absolument. Oui, quand ils vous appellent pour la première fois, peut-être pour de l'aide pour leur trouble alimentaire, à ce moment-là, c'est là que ça sort. Et c'est gros, ça? Dans les groupes de soutien. Oui. On le voit. Pas toujours prévu, des fois, hein, en ouvrant la discussion. En effet. On se retrouve, on se dévoile, puis on se reconnaît aussi avec les autres participants qui, parfois, ont le même genre de vécu. Quasiment pas le choix. Si tu veux entamer un processus de guérison, tu as comme besoin de guérir tout ce qui t'est arrivé, qui t'a amené aussi... Exactement. Et que ça fait que la vulnérabilité est accrue à développer un trouble alimentaire, notamment parce que le contrôle... Quand on a vécu un abus, on l'a perdu complètement. Le contrôle sur son corps, sur son droit d'affirmation, sur son identité même parfois. Donc là, le trouble alimentaire, c'est une bouée pour pallier à tout ça. C'est une forme de contrôle, même si c'est toxique au début, c'est ça que ça apporte. Exactement. Donc, un peu comme l'aspect de l'identité de genre, l'orientation sexuelle, on voit que c'est des éléments qui sont précurseurs du trouble alimentaire, vont arriver avant. Donc, pour aider dans le traitement, on va aller soigner les blessures du passé pour pouvoir arriver à laisser aller cette bouée-là, finalement. Est-ce que tu dirais, Marilyn, que c'est impératif d'adresser ça au côté pour pouvoir progresser au niveau du trouble alimentaire dans le processus de guérison? Oui, je te vois pour ceux qui nous écoutent opiner. Oui, bien, parce que la souffrance, elle est là. Si on n'en prend pas soin, elle va demeurer. Donc, on peut essayer de changer les comportements alimentaires, établir, sauf que il y a des bonnes chances qu'un autre type de comportement pour venir pallier à celle-ci. Donc, on n'a pas même le choix de l'aborder en même temps. Le trouble alimentaire s'est exprimé au départ pour une raison. Exactement. Il faut aller rejoindre cette raison-là. Oui. Toujours dans un contexte comme ça, moi, je pense parce que notre balado aussi s'adresse pour les proches. Je suis le proche d'une personne qui a peut-être vécu des violences sexuelles, mais je sais qu'il y a un trouble alimentaire. Le dialogue, le trouble alimentaire va isoler beaucoup la personne, elle va avoir la tendance à se replier vers elle-même. Là, tu l'as mentionné un petit peu dans un autre contexte, mais s'assurer le dialogue. Donc, comment j'aborde tout ça avec... mon être aimé. Là. Puis même, je te dirais à la rigueur, même, mettons, si je suis un parent, je comprends que la sexualité, des fois, tu vas te penser comme parent que ça ne fait pas partie de tes discussions que tu devrais avoir, mais moi, j'aurais l'impression de dire que c'est faux. Surtout si notre enfant est en âge de développement. Donc, comment on aborde tous ces dialogues-là? Oui. C'est d'y aller à tâtons. Il n'y a pas de formule gagnante. C'est d'essayer de créer le lien et une fois que l'ouverture est présente, là, on peut aller un petit peu plus en profondeur. Et puis, c'est cette partie-là
qui, je crois, est le plus difficile pour un parent, un amoureux, une sœur, de voir que la porte est fermée. Tu sais, de venir essayer d'ouvrir. Puis que la porte reste fermée. Exactement. Fait que ça peut prendre un certain temps avant qu'on accepte d'ouvrir la porte parce que c'est vraiment du domaine de l'intime. Oui. Moi, je me sens toujours privilégiée là, de rencontrer des gens et qu'ils se dévoilent. Parce que, je sais pas, on peut réfléchir à nous, là, qu'est-ce que je dévoile là, de ma vie sexuelle? Mais jamais rien à personne. Hein? Donc, c'est Donc, ce que délicat. tu dirais, c'est aux proches de rester patient, puis de pas, parce que la porte est fermée une première fois, de se laisser décourager, puis de revenir à la charge, mais j'imagine dans la bienveillance, puis dans la douceur, c'est sûr. Exactement. Mais de pas prendre un premier refus d'en parler comme que ça va rester. Exactement. J'imagine que la personne reçoit ça comme, ben elle s'intéresse à moi, puis tout à fait. C'est pour ça qu'elle me le demande, là. C'est sûr que dans le contexte d'une relation de couple, là, c'est un peu différent. Oui. Hein? Parce que là, il y a les besoins de tout le monde à considérer. C'est ça. L'autre personne fait partie de l'équation aussi. Là. Exactement. Ce que souvent on va essayer de suggérer, ça va être de créer un endroit où les besoins des deux personnes arrivent à se rencontrer. Ça se peut que ça soit pas répondu au complet d'une partie ou de l'autre, mais au moins si on peut arriver à trouver un terrain commun où ton besoin rencontre le mien et où on a une connexion, là c'est confortable, ça se passe, puis il y a une intimité qui s'installe. Mais toi, selon ton observation de clinicienne, parce que ce que ça donne l'impression, puis là, c'est sûr que c'est pas pour nécessairement tous les troubles alimentaires, mais si je pense à comme à l'anorexie, la personne vient des fois tellement sous-poids qu'elle n'a plus d'hormones. Oui. En n'ayant plus d'hormones, il n'y a plus de désir sexuel. La sexualité est inexistante, le besoin sexuel aussi. Bon, ben c'est difficile, premièrement, s'ils sont à l'âge de se développer, de vivre ces années-là. Et j'imagine que si quelqu'un est dans un couple aussi, ça doit venir comme... Est-ce qu'on peut rester dans un couple, comme ça? Parce que, tu sais, si l'autre personne, à moins que le couple dise, gars, la sexualité n'est pas importante dans notre couple, mais c'est quand même plutôt rare. Donc, comment ça se vit dans des contextes comme ça? Oui, il y a plusieurs options. C'est drôle, pendant que tu parlais, ce qui m'est venu aussi en tête, c'est dépendamment à quel moment le trouble alimentaire est apparu dans la vie de la personne, ça va changer beaucoup la donne sur comment elle va vivre sa sexualité par la suite. Tu sais, quelqu'un qui, a été aux prises avec la maladie étant très jeune, ça se peut, hein, là, l'état de dénutrition, là, plus d'énergie, pas d'intérêt pour la découverte. Donc là, ça peut faire en sorte qu'à l'âge adulte, bien là, il y a un certain complexe d'incompétence qui s'installe. Puis c'est avec ça qu'on doit composer. Donc, dans ce cas de figure-là, une personne qui se retrouve en couple, bien, on va vraiment devoir installer un climat de patience et de tolérance. Par contre, dans la sexualité, dans un couple, il y a d'autres choses aussi que la sexualité. Puis, hein, on fait beaucoup ça avec les personnes âgées. On travaille à cultiver leur érotisme d'une façon un peu différente pour s'adapter au corps qui, des fois, faillit. Ça serait vrai, j'imagine, pour des gens qui ont d'autres types de maladies aussi, tout à qui fait. limitent des fois au niveau de leur corps. Oui. OK, fait que c'est cet aspect-là que vous allez travailler. Exactement. Trouver terrain commun. Trouver le terrain commun. Et puis, justement, à une personne qui est en processus de guérison, comment cette personne peut retrouver une sexualité épanouie? Ça serait quoi même si c'est pour les proches qu'on parle, j'imagine que sont intéressés de savoir comment est-ce qu'une personne peut retrouver une sexualité épanouie. Des fois, sexualité épanouie est un mandat un peu trop gros, ça étourdit, ça fait peur. Hein? Déconstruire un peu. C'est ça. Des fois, hein, ça va être moi, j'ai comme objectif d'arriver à avoir une pénétration sans douleur, ce qui est déjà beaucoup. Est-ce que la douleur fait partie des problématiques qui sont propres aux personnes qui ont un trouble alimentaire à cause... On peut observer.
la douleur dans la pénétration, une chute au niveau du désir, des fois des enjeux au niveau de l'excitation ou de l'orgasme. Mais encore là, c'est très aléatoire. Oui, je comprends. Donc, on y va avec des petits objectifs. Des fois, hein, ça peut être, je vais essayer de réussir à avoir des câlins puis de me sentir confortable. Oui, d'accepter même ça, oui. Fait que ça peut être des très petits objectifs, mais l'idée, ça va être d'essayer de ramener à la personne à se connecter avec qu'est-ce qui fait vraiment du sens pour moi. Hein? Oui. Non pas pour répondre à une image de ce que je pense que je devrais adopter. Ça, c'est vrai. Je pense que pour les personnes qui souffrent de troubles alimentaires, c'est toujours que ça soit pour elles, pas nécessairement pour le regard ou les attentes de l'extérieur, puis de cultiver les petits plaisirs. Puis quand on dit petits plaisirs, ça s'applique en sexualité, mais ça s'applique à le quotidien, dans tout ce qu'elles font, parce qu'on le disait au départ qu'on dirait que le plaisir, des fois, il n'est pas présent dans leur vie. Donc, de recultiver le plaisir. Ce que j'entends aussi dans ce que tu dis, c'est que quand on dit déconstruire aussi, Josée, c'est comme tu disais tantôt, toujours célébrer les petites victoires. Bien, ça revient à ça aussi, de se mettre des petits objectifs, puis d'être content quand on est capable de les atteindre. Parce que dans le fond, la personne qui souffre d'un trouble alimentaire, elle doit retrouver un amour pour elle-même. Puis il faut que tu t'aimes pour laisser les autres t'aimer aussi. Oui. Ça, c'est peut-être la base de la sexualité, de l'intimité. C'est je laisse quelqu'un d'autre aussi m'aimer, je m'aime assez pour me dévoiler. Tout à fait, vraiment. Puis l'autre chose, moi aussi, à laquelle je pense, c'est l'importance de la communication. Oui. C'est tellement important parce qu'on traite des sujets vraiment très intimes, comme tu disais. Puis, tu sais, comme quand tu parles de couple, puis quand on veut se retrouver, il faut avoir une très bonne communication. Oui. Est-ce que des fois, la thérapie de couple ou aller voir une sexologue ou un sexologue, c'est quoi les approches peut aider? Oui, vraiment. Que ce soit en couple ou en individuel, ça peut vraiment être approprié. En couple, c'est toujours délicat à savoir à quel endroit la personne se situe. Parce que ce qu'on veut éviter, hein, c'est que là, on ait un couple qui arrive en consultation et on vient réparer monsieur, on vient réparer madame. C'est pas ça qu'on veut. C'est la personne, c'est ça, on veut partir de l'emblée de dire qu'il y avait plein de choses à réparer. On veut se retrouver. Exactement. Donc, il faut qu'on s'assure que la motivation soit réaliste en fonction de ce que la thérapie de couple peut offrir. Et puis, mais en individuel, là on peut faire tout ce qu'on veut. Hein? Donc, est-ce que c'est quelque chose que tu recommanderais est-ce que tu dirais aux gens de considérer? C'est ça, les approches, c'est les thérapies, peut-être en individuel, de couple par rapport. Oui. C'est quoi les enjeux à considérer aussi? En fait, au niveau des approches, ce qui est beaucoup utilisé là, en Amérique du Nord, on parle de la cognitivo-comportementale, qui est l'approche qui est privilégiée. Plus particulièrement, là, la comportementale dialectique ou la thérapie des schémas, ça, c'est des bons outils. C'est quoi la dialectique ou la thérapie des schémas? En fait, la thérapie des schémas, en quoi ça consiste? C'est d'observer les schémas qui ont tendance à se répéter. Hein, j'ai souvent tendance à me retrouver déçue dans tel type de situation. Je me retrouve blessée dans tel autre type. Donc, on isole quels sont les schémas de vie pour pouvoir venir réparer là, à la source où sont les blessures. Puis, mais quand on voit les enjeux d'une personne qui souffre de troubles alimentaires, on voit là, les enjeux de perfectionnisme, d'imperfection, d'abandon, qui généralement sont très forts. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là qu'on va pouvoir venir soulager pour faciliter là, le être en relation. Fait que ça part de là. Fait que ce que j'entends, c'est presque pour une personne qui souffre d'un trouble alimentaire, ça serait peut-être de commencer en individuel. Puis après, c'est ça, hein, ça part de là. Puis après ça, avant de dire j'embarque tout ça dans une thérapie de couple. Exactement. Si être en relation, c'est très challengeant, mais on va aller travailler ça pour ensuite être en relation puis pouvoir travailler le reste. Puis c'est challengeant pas juste dans un couple, parce que ce qu'on entend, les personnes qui sont de troubles alimentaires disent presque unanimement que ça isole. Oui. Ça les isole, ils vont s'isoler de tout le monde. Donc, être en relation, c'est sûr que ça devient challengeant dans un contexte comme ça.
Puis tu as mentionné l'autre thérapie aussi, la dialectique. Oui. En fait, ce que ça vise à... souvent, au niveau émotionnel, c'est très difficile à tolérer. Hein? Les émotions sont vécues d'une façon très intense, très vive. Donc, la comportementale dialectique va amener à amorcer, amener la personne à tolérer davantage pour ensuite se retirer et faire des choix qui vont être plus réfléchis. Parce que c'est plutôt qu'à l'évitement, être en souvent, réaction. c'est ça. Dans le fond, le trouble alimentaire aussi, au départ, c'est beaucoup de l'évitement de vivre des émotions, ou c'est pour ça qu'après des violences sexuelles aussi, tu te réfugies là-dedans pour ne pas avoir à faire face à quelque chose qui est comme trop souffrant. Ça gèle les émotions. Oui, c'est ça, ça gèle les émotions. C'est ce qu'on oublie à la base. Ça donne un faux contrôle, puis ça gèle les émotions. C'est ça. Fait que le but, c'est quand on arrive à mieux tolérer, mais on évite moins. Donc, le c'est moyen... d'aider la personne à trouver d'autres mécanismes pour mieux tolérer. Exactement. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que toi, Josée, que tu voulais aborder aussi avec Marilyn que tu observes? Je pense qu'on a fait quand même un bon tour. Moi, je pense que c'est important aussi d'aborder les violences sexuelles parce que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup chez... c'est 30 ça se peut-tu? J'avais lu comme certaines statistiques, c'est 30 des personnes. Jusqu'à 40. C'est ça, hein, c'est énorme. C'est sous-estimé. Oui, donc ça ben, tu sais, comme tu as dit, hein, c'est une atteinte au corps. Fait que tu te déconnectes. Tu as mentionné, Marilyn, aussi qu'il y a un déconnecte avec le corps du trouble alimentaire. C'est facile de comprendre que quelqu'un qui a des violences sexuelles va vouloir se comme déconnecter de son corps. Puis tout le côté amour-haine de son corps aussi, là, puis, c'est ça, pas moi, surprenant. Je pense que dans le cheminement de rétablissement, dans le processus de thérapie, je pense que c'est quelque chose, la sexualité, l'intimité qu'on doit... Est-ce qu'on peut y arriver? Est-ce qu'on peut y arriver? Comme toi, de ton expérience clinicienne, quelqu'un qui a eu un trouble alimentaire, qui a subi des violences sexuelles, est-ce qu'ils peuvent refaire la paix avec leur sexualité? Certainement. Avec un professionnel qui est spécialisé, qui comprend la réalité, hein, ces deux réalités-là qui sont complexes, qui se rencontrent, les taux de réussite là, sont bien élevés, juste qu'on s'assure que la personne soit prête. Hein? OK, fait que ça prend l'ouverture. Mais ça, c'est vrai pour pas mal tout. Même quand on essaie le processus de guérison, il faut que ça émane de la personne. Tout à fait, que les motivations soient intrinsèques. Des fois, être là pour le partenaire, là, ça devient plus difficile à travailler. On trouve moins le sens du travail qu'il y a à faire. Mais le beau message que j'entends, c'est par contre, c'est tout à fait possible. Tout à fait. Pour les gens, les proches qui nous écoutent, c'est ça qu'il faut retenir, c'est que c'est toujours possible en autant qu'on soit accompagné par la bonne personne. Toi, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais retenir ou partager même? Je sais que tu es habitué de travailler avec les personnes qui souffrent, mais si tu avais quelque chose à dire aux proches qui nous écoutent, ça serait quoi le message? Mais le support, le soutien, la patience est tellement un outil important qui fait partie du rétablissement. Moi, je le vois chez la clientèle, ceux et celles qui se retrouvent avec des partenaires, par exemple, qui sont conciliants, qui sont à l'écoute, qui sont patients. C'est un outil du rétablissement en soi. Donc, c'est à ne pas négliger. Beau message, Josée. Toi, as-tu un message que tu voudrais... j'aime aussi te mentionner qu'il y a des groupes aussi qui adressent spécifiquement la sexualité chez ANEB. Oui, exactement. Ça, je pense que c'est bon aussi de le mentionner. Oui. C'est le message. Donc, moi, je retiens le message d'espoir. On a mentionné, bien sûr, toujours la patience, qui est au centre du trouble alimentaire qu'il faut accepter, de ne pas avoir peur, d'établir le dialogue et qu'une première porte fermée ne veut pas dire qu'elle ne va pas finir par s'ouvrir. Donc, on continue avec le dialogue. Alors, moi, c'est les messages que je retiens aujourd'hui. Marilyn Dion, merci beaucoup d'être venue partager tes connaissances et aussi du travail que tu fais toujours auprès de personnes qui souffrent de troubles alimentaires. Ça fait plusieurs années. Je sais que tu as aidé beaucoup de personnes.
Donc, on est chanceux de t'avoir parmi les ressources là, que les expertes dans le domaine. Exactement. On a eu la chance d'avoir le point de vue d'une clinicienne et au prochain épisode, on va avoir un témoignage d'un couple. Alors, on a une chance d'avoir le couple, le point de vue des deux, qui vont venir nous parler de l'impact justement du trouble alimentaire et de la sexualité. Laetitia de Caroufel et son conjoint qui ont généreusement accepté de venir nous parler. Alors, merci Josée. Et merci à vous. On le dit toujours, vous prenez la peine d'écouter ou de visionner les balados. C'est parce que vous faites un processus pour avoir plus d'informations, mieux comprendre la maladie et ça vous aide à soutenir vos proches. Alors, pour ça, on vous salue et on vous dit à bientôt. Le but de ce balado est d'apporter de l'aide et de l'information aux proches d'une personne atteinte d'un trouble alimentaire. Vous n'êtes pas seul et vous n'avez pas à souffrir en silence. ANEB offre un service de clavardage de textos, une ligne d'écoute et des groupes de soutien qui sont conçus spécifiquement pour les proches. Pour de l'information additionnelle, visitez anebquebec.com.